Bien, bonjour. Donc, je vais vous parler de tableau de bord de risque et de gestion de risque et de pilotage par les risques. Donc, en fait, j'aborderai différents points. Essentiellement, quelle est la finalité et les objectifs du pilotage par les risques. Quels sont les outils de pilotage. Tableau de bord indicateur, c'est le thème principal. Et puis, je terminerai avec quelques considérations sur le support méthodologique que ça suppose et qui est nécessaire en background. Donc, la première chose, pourquoi on parle de pilotage par les risques? Je parle là d'entreprises ou d'organismes qui ont envie de faire de la gestion de risque un objectif prioritaire. Ça ne paraît pas si évident. Au fond, on peut faire beaucoup d'analyses de risque en support de plans de conformité, de mise en conformité, à l'ISO, à PCI DCSS, à je ne sais, enfin bon, un certain nombre de choses. Et là, j'aborde un thème qui est des entreprises ou des responsables qui ont décidé que le processus de décision essentiel serait la gestion de risque et que pour décider de mesures à mettre en place, le support, le raisonnement serait basé sur « je veux gérer mes risques ». Ça demande effectivement un certain nombre de choses. Effectivement, d'une part, qu'on puisse identifier ces risques, c'est bien la moindre des choses. En plus, qu'on puisse les évaluer, c'est-à-dire apprécier le niveau et pouvoir décider de savoir si ce risque il est acceptable, pas acceptable, admissible, pas admissible. On verra qu'on peut même affiner dans le caractère inadmissible ou inadmissible, on peut être un peu plus fin. Qu'en fonction de cette décision, je puisse décider quelles mesures je vais pouvoir mettre en place pour que le niveau de risque reste à un niveau acceptable. Et puis pour en revenir au tableau de bord, que l'on puisse contrôler, c'est-à-dire que l'on puisse mettre en place un suivi permanent et une vision non seulement de l'état actuel des risques, mais me projeter dans l'avenir et me dire à terme, si j'ai fait telle et telle action, quel va être le niveau de ces risques. Donc ça demande effectivement qu'on puisse avoir tous ces outils. Pour faire ça, j'ai besoin d'un certain nombre d'outils qui sont bien des outils de pilotage. Et la première chose, et c'est pas si simple, c'est une vision claire de la cible, c'est-à-dire quels sont les critères de décision qui vont me permettre effectivement de statuer ce risque, ces risques, mais ce risque et chacun de ces risques pris individuellement est acceptable ou non en l'état. Donc c'est la première chose, c'est une vision claire de la cible. La deuxième chose, qui me paraît tout autant nécessaire, c'est d'avoir une représentation de l'état des risques avec un positionnement de chacun de ces risques par rapport à cette cible. Ça me donnera au moins un état d'un point de départ. Le troisième point, c'est une possibilité de simulation. Et là, ça se complique un tout petit peu, parce que si je veux vraiment piloter par les risques, ça veut dire que je dois être en mesure de me dire si je fais telle action, quelles répercussions elle aura sur mon niveau de risque, et si je fais tel ensemble d'actions simultanément ou décalées dans le temps, comment ça va se projeter sur l'état des risques dans le futur. Et puis avec tout ça, effectivement, un tableau de bord de synthèse. Pour commencer par la cible, je vais vous en présenter une. C'est une manière efficace, qui en tout cas fait ses preuves depuis maintenant 20 ans qu'on l'utilise, de définir la cible en termes de risque, qui est une grille d'acceptabilité des risques. Bon, dans cette grille qui est présentée là, qu'on utilise dans le cadre de Mairie depuis 20 ans maintenant, on a mis 4 niveaux. Un risque, c'est quoi? C'est en abscisse une vraisemblance ou une probabilité. Ici, on a défini 4 niveaux de vraisemblance ou de probabilité. En ordonnée, un impact ou des conséquences de chacun de ces risques. Là aussi, on a mis 4 niveaux. Bon, ce nombre de niveaux, bien sûr, il n'est pas fixe, il est modulable. On peut décider d'avoir 5 niveaux, 6 niveaux, 3 niveaux. Je dirais que ce nombre de 4 a fait ses preuves. Ça paraît assez optimal. Moins de niveaux, ce qu'il faut dans ces niveaux, c'est qu'au fond, chacun d'eux puisse être défini, compris, assimilé par le management et par la direction jusqu'au plus haut niveau. Donc il faut qu'il y ait une définition claire derrière chacun de ces niveaux et que chacun puisse comprendre et dire
telle situation, effectivement, tant en probabilité qu'en impact, voilà dans quel niveau je me positionne. Par ailleurs, il faut aussi que je puisse me dire, sur cette grille, j'ai mis en jaune et en rouge et en vert différents niveaux. On a défini à ce niveau-là des risques en rouge qui sont insupportables, en jaune inadmissibles, et puis en vert c'est admissible, tolérable, voire non significatif. Cette nuance entre insupportable et inadmissible, elle n'est pas vraiment nécessaire. Elle est quand même utile parce qu'en fait, si on admet qu'on veut piloter par les risques, on admet qu'il y aura bien un certain délai pour mettre en œuvre toutes les mesures que l'on veut mettre en œuvre. Ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts, ça ne va pas forcément se faire comme ça dans le trimestre ou dans le semestre qui vient. Donc il y aura bien une notion de délai. Donc il y a bien quelque part une notion de je vais planifier, je vais donc avoir un temps de planification. Pour autant, certains risques sont tellement graves qu'on se dit bien qu'il va falloir agir de manière plus urgente. Et j'ai donc intérêt à distinguer ce qui est ce qu'on a appelé ici insupportable, qui demande une action urgente, je dirais hors cadre budgétaire, et puis les risques inadmissibles qui vont, eux, rentrer dans un cadre budgétaire normal, donc il va y avoir des décisions, on va les planifier, on va les mettre en œuvre. D'où l'utilité, je dirais, de cette nuance entre insupportable et inadmissible. Mais ceci étant, on peut éventuellement s'en passer. L'intérêt d'une telle grille, c'est que ça permet aussi assez facilement, une fois que j'ai identifié mes risques et évalué mes risques, d'arriver à une représentation d'un premier panorama des risques, où au fond chacun des risques va être représenté sur cette grille par sa vraisemblance et son impact, et donc je vais avoir un certain nombre de risques qui vont être placés dans chacune de ces cases. Et là, vous avez un panorama d'une situation qui est, ma foi, je ne sais pas si les chiffres sont très visibles, si, de dire qu'actuellement, vous êtes là dans une situation où vous avez deux risques intolérables, insupportables, donc il va falloir s'occuper en toute priorité, mais qu'il y en a quand même à peu près une centaine dans les catégories inadmissibles. Bon, cette grille pourrait être ce panorama, qui est mon premier indicateur, qui est voilà où j'en suis aujourd'hui, que je pourrais ensuite développer en disant à telle époque, en fonction de tous les plans, quand j'aurai mis en place tous mes plans de sécurité, un autre panorama, la cible finale, où seront passés mes risques. J'espère qu'il ne devrait plus rester ni dans le rouge ni dans le jaune. Et puis, si j'ai des moyens de simulation, de me dire à chaque étape de ma planification, comment on va évaluer ce panorama, et avoir comme ça une espèce de film en disant au fil du temps, voilà comment je vais réduire mes risques. Ça suppose effectivement, pour en venir à ce qu'on disait au début, qu'on ait fait un travail d'inventaire et qu'on ait arrêté une liste de risques, de scénarios de risque ou de situations de risque qui soit à la fois représentative de l'ensemble des risques auxquels je suis confronté et à la fois suffisamment restreinte pour que on puisse les appréhender dans leur totalité, bien comprendre de quoi il s'agit, et il ne s'agit pas que j'en ai comme ça des milliers en multipliant les détails. Il faut que je reste succinct, là j'en ai aux alentours de 200, et que je puisse bien les placer. Donc cet inventaire est absolument nécessaire. Les outils de pilotage que je devrais ensuite avoir, à part ces panoramas qui demandent juste de l'analyse, c'est que ça devrait me permettre d'utiliser ces mêmes panoramas pour des visions de l'état futur. Donc, à l'issue de la mise en place de toutes les mesures de sécurité, et à une date donnée éventuellement. Dire à une date donnée, ça veut dire qu'il faut que j'ai imaginé que j'ai des plans, que j'ai transformé ces plans d'action en projets, que ces projets soient planifiés en termes de date de départ, de points de rencontre intermédiaires, mais en tout cas de date finale, et que je puisse réaliser ces panoramas à différentes dates dans le temps pour me dire voilà comment ça va évoluer. Si j'ai cela, ça va me permettre d'avoir un autre outil de pilotage qui va être la simulation de ce que deviennent mes risques au cours du temps.
L'échelle de temps là, est petite, elle n'est pas précisée, elle peut évaluer, elle peut être en année, elle peut être en trimestre ou en semestre. L'idée est de représenter dans le temps combien de risques de niveau supérieur, 3 et 4, de niveau intolérable et inadmissible, et comment ces nombres diminuent dans le temps. L'intérêt pratique de ce type de diagramme est de mettre en évidence ou de mettre en lumière une éventuelle incohérence entre des capacités budgétaires, humaines, et l'attente de la direction quant à la réduction des risques. Il est clair qu'assez souvent, en termes de retour d'expérience, la première planification des plans de sécurité conduit à quelque chose qui va s'étaler sur naturellement quelques années. Parce que le budget, parce que certaines actions doivent être menées avant que d'autres puissent l'être, parce que les budgets sont limités, parce que les capacités des équipes elles-mêmes sont limitées, on ne peut pas tout faire à la fois. Et quand on se projette et qu'on présente ça à la direction, très souvent on dit comment ça enfin, celle-là est complètement inadmissible. Même si l'échelle est en trimestre, il y a un nombre de rouges qui reste longtemps, c'est pas admissible. Mais même avec plus de rouges réduit beaucoup plus vite, assez fréquemment, on trouve une échelle de temps qui paraît trop longue tout d'un coup à la direction quand on lui présente ce tableau et cet outil de pilotage. C'est vraiment un outil de pilotage parce que ça permet de décider ensemble. Ok, vous voulez qu'on aille plus vite? Je reviens dans 15 jours, dans un mois. Je vous présenterai un autre plan qui ira plus vite, mais qui demandera aussi plus de moyens et un budget sans doute plus important, plus concentré dans le temps. Donc c'est un instrument de pilotage absolument essentiel et de rapport avec la direction. Je pense surtout avec la direction, avec les décideurs du budget. Enfin, un autre instrument qui me paraît aussi utile est quelque chose de relativement simple, qui est, les lignes, c'est le nombre de risques actuels, le nombre de risques à l'issue de tous les plans, le nombre de risques réduits à l'issue de tous les plans, mais aussi un récapitulatif d'autres types de risques et d'autres types d'évitement de risques, de traitement du risque, que sont les risques acceptés, les risques évités ou les risques transférés. Autant de notions qui sont effectivement présentes dans la norme, dans la 27001, et qu'il ne faut pas comme ça ignorer si facilement. Il y a des risques qu'on est amené à éviter par des mesures d'organisation. Okay, il faut aussi quand même se les rappeler pour avoir bien, dans le petit pilotage, ce rappel. Attention, il y en a certains qu'on a décidé d'éviter. Soyons sûrs qu'au fur et à mesure des organisations, changements d'organisation ou évolution de structures ou des systèmes d'information, ils sont bien toujours évités. Les risques acceptés aussi. Alors les risques acceptés, j'en dis juste un mot supplémentaire. Quand on fait de la gestion de risque comme cela, il y a des risques qu'on est amené à accepter, alors que même, et comme ils sont marqués ici, ils sont à un niveau inadmissible. On est obligé de les accepter simplement parce qu'au fond, on ne sait pas vraiment faire autrement. Il y a des gens à qui on est bien obligé de faire confiance. Il y a des gens qui ont des droits. Si ces gens abusent de leurs droits, ça va devenir très compliqué d'essayer de abuser de leurs droits. Ça va être très compliqué de les en empêcher. Pour faire simple et pour un exemple, les gens qui ont une information très confidentielle à leur disposition, s'ils veulent vraiment la diffuser, ils la diffuseront et on ne pourra jamais l'empêcher. Donc il y a bien des situations qu'il faut accepter. Ça n'empêche pas, c'est pas parce qu'on les accepte qu'on doit les cacher. Et le but en particulier de ces lignes acceptées ou transférées ou évitées, c'est de rappeler qu'il y a des risques qu'on avait identifiés, que l'on peut décrire, que l'on peut rappeler, et qu'on a été amené à dire « je les ai acceptés parce que je ne sais pas faire autrement ». Mais au moins, on s'en souvient. Et ça peut éviter de prendre parfois des décisions. Enfin, si j'accepte que ma direction des systèmes d'information ait la main sur mes systèmes, il faut peut-être aussi que j'ai conscience que j'ai accepté le risque qu'ils pourraient un jour profiter de leurs droits pour faire des choses qui sont des risques. Donc, voilà pour pour ce dernier outil de pilotage. Je ne fais pas beaucoup d'outils, donc c'est relativement simple, mais c'est de bons outils de dialogue. Ceci étant, ça suppose, en support d'une telle gestion de risque, un outil méthodologique assez précis, puisque ça va demander à ce que d'une part on inventorie les risques auxquels l'entreprise est exposée,
par une démarche structurée qui arrive à un inventaire aussi exhaustif que possible, tout en étant, enfin c'est un compromis, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre l'exhaustivité et suffisamment synthétique pour qu'on n'ait pas trop de risques. J'ai vu un panneau, mais je ne sais pas ce qui est marqué dessus. Pas grave. Donc, c'est l'avant-dernière. Donc, il faut une méthode non-support pour inventorier les risques, pour les décrire avec suffisamment de précision pour qu'on puisse en apprécier le niveau, ça me paraît, et surtout fournir une appréciation de chaque risque en termes de vraisemblance et de probabilité. Jusque-là, c'était bien évident. La plus grande difficulté en termes de support méthodologique, c'est d'avoir la méthode qui vous permette de quantifier, de prévoir et de quantifier les effets des mesures de sécurité qui seront décidées pour chacun des risques. Et non seulement un effet individuel, mais quand je prends plusieurs mesures, comment ces mesures vont se cumuler, vont se compléter, vont se combiner, et quel effet ça aura individuellement sur chaque risque en termes d'impact ou sur chaque risque en termes de probabilité. Et avoir la méthode support qui vous permet effectivement de concrétiser et de simuler vos efforts de sécurité en termes d'effet sur les risques, c'est sans doute la plus grande difficulté. Et puis bien sûr, votre méthode doit vous proposer les indicateurs et les outils de pilotage qui sont relativement simples. Si elle sait faire tout ce que je viens de dire à l'avance, les outils de pilotage, ça sera vraisemblablement le plus simple à mettre en œuvre. Surtout qu'on peut les compliquer, ou les simplifier, ou les faire évoluer. C'est pas ça la question, mais il faut la méthode en support. Voilà, je vous remercie. Je ne vais pas poster les trucs. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre.